Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous dans le cadre de ce nouveau numéro de l'émission Synopsis, ces magazines de la rédaction de Canal Congo Télévision. Au menu, la problématique autour de l'emploi des jeunes, car la société dans laquelle nous vivons actuellement n'est pas du tout favorable aux jeunes. La crise ne fait qu'accentuer un climat de désintérêt, sinon de méfiance à leur égard. Chaque année, on assiste donc à l'arrivée massive des jeunes sur le marché du travail, mais personne n'est donc capable de se donner à ces derniers un travail décent. Voilà pourquoi nous avons saisi, offert cette problématique à l'invité dans ces studios. Il s'agit donc de M. Jean-Jacques Mamba. Il est secrétaire national du mouvement de libération du Congo chargé de l'emploi. Nous allons aborder toutes ces questions avec lui. Mais je vous signale que je ne serai pas seul pour la présentation de cette émission. Je serai avec ma consoeur Bijou Tchela. Ensemble, nous allons donc animer cette émission. Bonsoir Bijou Tchela. Bonsoir Eddy. Monsieur Jean-Jacques Mamba, comment allez-vous? Je vais bien, vous-même? Quitter l'école et ne pas trouver d'emploi, voici les sorts réservés à des jeunes de plus en plus nombreux. Vous, en tant que secrétaire national d'une formation politique chargée de la jeunesse, comment interprétez-vous cette réalité? Écoutez, déjà, l'emploi répond à un principe simple, celui de l'offre et de la demande. Effectivement, nos universités et institutions produisent des universitaires, des jeunes, plus ou moins 20 000 en ce qui concerne le campus. Maintenant, c'est vrai que le marché du travail n'a pas la capacité d'absorber tous ces jeunes. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la situation. Et donc, partant de là, c'est une réalité qui s'accroît. Parce que de jour en jour, chaque année, nous produisons quand même des universitaires. Mais ce n'est pas chaque année que proportionnellement croît le marché du travail. Et donc, ce dysfonctionnement fait en sorte qu'il y ait plusieurs chômeurs sur le marché de l'emploi. Mais malgré tout ce que vous pouvez dire, M. Mamba, vous ne voyez pas que la politique de création d'emplois, celle ne suffit pas pour endiguer la progression du chômage? D'abord, le problème il est structurel. Donc, lorsqu'on parle de l'offre d'emploi, il faut voir plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'environnement socio-économique. Vous savez que nous sommes le pays le plus corrompu du monde. Et avec la mondialisation, en réalité, tous les pays qui sont prospères ont ce qu'on appelle un climat où vous voulez une atmosphère économique qui favorise les investissements, surtout les investissements étrangers. Nous avons un budget qui tourne autour de 4 milliards. Donc, pour qu'une multinationale ou une société étrangère vienne placer ses fonds ici et donc créer de l'emploi pour nos jeunes, il faut déjà que, de manière structurelle, notre économie soit réceptible. Ça veut dire que nous ayons effectivement une forme de calme, une forme de stabilité économique et juridique surtout, pour permettre à ces sociétés de garantir leurs fonds à terme. Parce que vous pouvez venir avec $1 million à Kinshasa ou au Congo et vous dire que l'année prochaine, il n'y aura pas d'élection, il y aura des troubles. Et si ce sont des investissements en capital sur des immobilisés, par exemple des machines, des outillages, vous pouvez les perdre à cause d'un pillage. Donc je veux dire que structurellement, nous devons être une terre d'accueil des investissements et malheureusement, nous ne le sommes pas. Ça, ce n'est qu'un seul facteur. Mais vous êtes secrétaire général, en fait secrétaire national d'une grande formation politique chargée de la jeunesse. Avez-vous la maîtrise sur les statistiques de jeunes au sein de votre formation politique? Écoutez, de manière générale, il a été démontré que lorsque vous prenez un échantillon de 10 personnes, le taux de chômage structurel des jeunes avoisine les 95%. Si on veut le dire de manière plus claire, lorsque vous avez 100 jeunes en âge de travailler, ça veut dire que vous prenez la tranche de 25 à 35 ans, sur un échantillon de 100 jeunes, vous trouvez 95 qui sont sans emploi, qui ont la possibilité ou la capacité de travailler, mais qui ne travaillent pas. Ça, c'est une statistique générale. Maintenant, lorsque vous allez au niveau de l'ONEM, vous allez voir qu'il y a un peu d'édulcorant, parce qu'ils essayent un peu, si vous voulez, de modifier les statistiques, mais de manière crue. Même lorsque M. Matat a parlé de la création d'emplois, c'était des emplois précaires, lorsqu'il y avait des petits chantiers dans la ville de Kinshasa. Mais de manière générale, vous avez 3 secteurs qui absorbent les chômeurs. Vous avez le secteur des télécoms, vous avez le secteur des banques et vous avez aussi le secteur des services. Mais malheureusement, sans compter l'État, qui est un grand employeur aussi, mais qui n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires. Donc ça alourdit, si vous voulez, le budget de l'État. Mais de manière générale, ce sont ces 3 secteurs-là et ce n'est pas assez pour absorber, si vous voulez, la demande d'emploi sur le marché. Est-ce que vous fournissez des efforts pour que ces jeunes gens puissent trouver de l'emploi? Ce n'est pas à nous, en tant qu'opposants, de fournir des efforts. C'est une politique de l'emploi, c'est une politique de manière générale au niveau des investissements. Nous avons des organismes tels que le FPI, le Fonds pour la promotion de l'industrie. Nous avons aujourd'hui des facilités comme le guichet unique, mais ce n'est pas assez. Parce que comme vous le savez, il y a des personnes qui sont notamment découragées de venir investir au Congo parce que de prime abord, la paperasse et toutes les différentes démarches pour s'investir leur font perdre plus ou moins 20% de la marge
de ce qu'ils espéraient gagner en investissant. Je veux donner un exemple. Une personne qui a 1 million de dollars et qui s'attable à gagner par an, par exemple 100 000 au Congo, devra dépenser déjà 500 000 pour s'installer. Donc lorsqu'il fait tous ces calculs, il se décourage. Donc déjà, il n'y a pas la garantie. C'est le cas au Rwanda. Lorsque vous arrivez au Rwanda, vous allez voir que vraiment la corruption est à son plus bas niveau. Malheureusement, chez nous, ne serait-ce qu'avoir une autorisation de bâtir, une autorisation d'investir, une autorisation d'importer, d'exporter, dans certains cas de figure, ça pose des vrais problèmes. Mais non seulement que la jeunesse représente un potentiel de dynamisme et de créativité, mais chez Mamba, vous ne voyez pas que en plus de tout ce qu'on peut faire pour cette jeunesse, l'argent que les pays consacrent pour également la formation des jeunes n'est qu'en pire de perte parce qu'il n'y a pas d'emploi. Non, il y a l'INPP. J'ai regardé dernièrement les statistiques de l'INPP, ils sont plus ou moins raisonnables. J'étais en train de parler d'un problème structurel. Ça veut dire que nous avons un pays qui a des ressources et vous avez des industries ou des entreprises multinationales qui peuvent utiliser ces ressources-là, créer de la valeur ajoutée et donner de l'emploi. Prenons par exemple, à l'époque où nous parlions de la croissance à 2 chiffres que M. Matat a vanté. C'était des exportations brutes. Si nous avions une filière de transformation et de création de valeur ajoutée, nous aurions des emplois via ces filières-là. Mais il y a d'autres problèmes. À part les problèmes structurels, nous avons un État, où, si vous voulez, qui n'a pas d'épargne. Ça veut dire que la force des États ou la garantie pour contracter les prêts à l'étranger ou même pour attirer des investisseurs, c'est lorsque un pays a des réserves. Remarquez ce qu'on appelle ici l'économie nationale. Vous trouverez très peu d'entreprises. Déjà, on parle des banques. Toutes les banques sont étrangères. Mais lorsque vous prenez des entreprises, vous ne trouvez vraiment pas des sociétés anonymes congolaises. La plupart des sociétés que nous trouvons qui créent des emplois de manière très restreinte, ce sont des SARL. Ça veut dire, vous avez un monsieur qui associe sa femme, qui associe ses enfants, qui associe son oncle. Ce sont des petites entités qui ont une capacité d'emploi de 200 à 300 personnes. Pour avoir des gros groupes, ça veut dire des grosses sociétés, des sociétés anonymes par action, où n'importe qui, citoyen lambda, peut investir dans ces sociétés, avoir un gros capital et une force en mesure d'engager plusieurs personnes, il faut que nous ayons un climat de confiance. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent inciter aujourd'hui, qui peuvent inciter les Congolais qui ont de l'argent à créer ce type de société, mais aussi à investir dans leur propre pays. On va remarquer que l'argent thésaurisé des Congolais se retrouve une partie ici dans nos banques, qui ne sont même pas les nôtres, mais une grosse partie de l'argent thésaurisé des Congolais se retrouve à l'étranger. Vous avez bientôt entendu dernièrement, par exemple, en Angleterre, on a bloqué l'équivalent en patrimoine de 658 millions d'euros. Imaginez-vous le scénario où vous avez 658 millions d'euros des Congolais, faut-il qu'ils soient encore Congolais, mais bon, ils ont été étiquetés Congolais, investis dans une société anonyme ici. Un capital de 650 millions d'euros peut créer 1000, 2000, 3000, 4000, voire même 5000 emplois. Mais malheureusement, en lieu et place que de créer des emplois ou d'investir au Congo, ces personnes préfèrent thésauriser l'argent à l'étranger parce qu'ils estiment que là-bas, l'argent est plus sûr. Donc je pense qu'il y a d'abord des efforts à faire au niveau de la stabilisation des institutions, avoir des élections régulières, oui, donner la place qu'il faut à la justice, permettre à ce que la justice soit vraiment au-dessus de tous, que tout le monde respecte les lois, donner les garanties suffisantes, et je crois que de manière très régulière, les investissements reviendront, et en ce moment-là, on pourra penser à un pays qui accueille, mais qui crée aussi des possibilités d'emploi. Oui, M. Mamba, si l'essentiel de revendications s'exprime aujourd'hui en termes de création d'emplois et que le chômage soit le mauvais investissement dont une société puisse faire, vous ne voyez pas qu'il importe aujourd'hui de garantir aux jeunes un droit de remplacement individuel décent par rapport également à cette problématique. Vous parlez de remplacement quoi? Pour les retraités? Oui. Bon, écoutez, il y a un problème. Nous avons la création d'emplois, c'est-à-dire que nous avons des sociétés créées d'emplois, mais il y a aussi la problématique des PME. Ça veut dire que ce qui fait la force des États-Unis, qui fait la force du Japon et de la plupart des sociétés, ce ne sont pas les grands groupes qui se retrouvent partout. Parce que les grands groupes, on les retrouve installés dans le monde entier. Ce qui fait la force ou la solidité des économies, ce sont ce qu'on appelle les PME, les petites et moyennes entreprises. Et dans tous les pays, il y a, si vous voulez, des politiques spécifiques pour soutenir les PME. Ici, je vous donne un exemple, le FPI qui a été créé sur fond du contribuable, ça veut dire que tout ce que vous importez, vous payez 2% dessus, donne des conditions drastiques pour soutenir les PME congolaises. Et sur une liste de 100 personnes qui doivent au FPI, d'ailleurs la plupart d'entre eux ne payent pas parce que ce sont des politiciens, mais lorsque vous prenez ceux qui ne sont pas politiciens, vous verrez une prépondérance d'étrangers
et peut-être 3, 4, 5% de Congolais, en dehors des politiciens. Et pourquoi? Parce que le FPI, qui est financé par le contribuable congolais, vous impose des conditions qu'une banque ne peut même pas vous imposer. Le FPI vous demande, par exemple, en tant que Congolais, lorsque vous avez un projet d'entreprise, il vous demande de gager l'équivalent de 150% de la valeur vénale du prêt, en valeur vénale du prêt que vous voulez contracter. Par exemple, vous avez un projet qui coûte 150 000 $ et vous devez présenter au FPI une garantie d'un immeuble, hein, vous hypothéquez un immeuble qui a une valeur de 150%, ça veut dire 225 000 $. Donc le FPI ne vous prête 150 000 $ que lorsque vous hypothéquez 225 000 $. Donc ça, ce n'est vraiment pas une mesure, surtout que c'est le seul, si vous voulez, la seule institution d'autorité publique qui a comme vocation de soutenir les petites et moyennes entreprises et les industries. Dès lors que vous avez déjà des conditions drastiques, tous les Congolais qui ont des idées, qui peuvent créer des entreprises et créer des emplois, ne peuvent pas s'adresser au FPI parce que lorsque vous quittez l'école, vous finissez l'université, mais vous n'êtes pas propriétaire, pas forcément. Donc vous allez voir que vous avez des millions et des millions de dollars générés par le FPI qui ne servent qu'aux expats et qui ne servent qu'aux politiciens du PPRD qui, eux, même s'ils ne vont pas payer, prennent de l'argent là-bas pour des campagnes électorales et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs mesures incitatives qui peuvent, si vous voulez, faciliter la création des PME, mais aussi faire venir des investisseurs plus grands pour absorber, si vous voulez, le chômage dans notre pays. Monsieur Jean-Jacques Mamba, parlons un peu de cette nouvelle forme de chômage baptisée chômage des segmentations qui nous renvoie à deux types de chômage. Premièrement, la mesure de la demande du travail qui n'est pas satisfait. Et deuxièmement, l'offre du travail qui ne trouve pas preneur. Quel décryptage faites-vous de cet aspect de choses? Il faut synchroniser. Effectivement, il y a des filières où il y a réellement un manque de compétences, mais ça, c'est vraiment la politique de l'emploi. Par exemple, si un investisseur veut venir ici et qu'il a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée en ce qui concerne, par exemple, la fibre optique, on parle de la fabrication, il aura certainement besoin d'ingénieurs. Et donc, nous avons aussi la responsabilité en tant que gouvernement ou en tant qu'État d'avoir des filières de formation qui correspondent aux demandes. Ça, c'est encore une autre affaire parce que ça, c'est l'INPP qui le fait. Mais moi, je qualifie tout ce qu'il y a comme à l'INPP de formation basique. Donc, pour synchroniser les besoins de travail avec les réalités de terrain, il faut effectivement que ces efforts-là soient faits et fournis pour pouvoir permettre à ceux qui veulent investir de trouver la main-d'œuvre qualifiée. Mais d'autre part, il y a aussi le problème de la qualité du travail, parce que là, nous parlons des chômeurs, mais vous avez aussi des personnes qui travaillent, mais qui ne sont pas rémunérées correctement. Et là, je vous parle de ceux qui travaillent chez les expatriés. Vous avez tous les Indiens, les Pakistanais, les Chinois qui emploient. Vous avez des personnes qui travaillent vers le grand marché dans toutes les boutiques que vous voyez. Il y a rarement des gens qui gagnent minimum 100 $ le mois, sans que le ministère du Travail tape le poing sur la table. Pourquoi? Parce que ces personnes bénéficient de certains parapluies qui leur permettent de passer outre les recommandations du ministère du Travail et les arrêtés ministériels qui parlent du SMIC et ainsi de suite. Donc, effectivement, vous avez raison de soulever ce problème, mais il faut beaucoup investir et des pays comme le Japon investissent jusqu'à 30 à 40% dans la formation pour permettre à n'importe quel type d'investisseur de trouver la main-d'œuvre qualifiée ou le cerveau qualifié pour faciliter son investissement. Justement, concrètement, que préconisez-vous pour mettre fin à ce type de chômage? Mais à ce type de chômage, il faut d'abord élargir. Vous savez, l'INPP aujourd'hui, c'est un institut. Bon, malheureusement, je ne vais pas le critiquer, il y a quand même des chiffres qui sont satisfaisants, mais ce n'est pas encore complet. Parce qu'en réalité, vous prenez la deuxième et la troisième catégorie d'emploi de formation à l'INPP, c'est quoi? C'est l'électricité, c'est vraiment des choses qui sont basiques. Mais il faudrait aussi qu'au niveau de nos institutions universitaires, des facultés comme celle de Polytechnique reçoivent des fonds importants. Savez-vous que dans ce pays, par exemple, ça fait plus de 50 ans que nous n'avons pas de brevet? Ça veut dire que ce pays n'a rien fabriqué. Vous savez, un brevet de fabrication, un brevet d'invention, c'est un brevet qui vous attribue, si vous voulez, la paternité d'une invention, et c'est un brevet qui est exclusif. Donc, au niveau du campus, lorsqu'on parle de 20 000 étudiants, vous avez peut-être 1 à 2% dans les facultés de Polytechnique pour la bonne et simple raison que, d'abord, c'est vrai que c'est difficile, mais l'État ne met pas en exergue la capacité de nos jeunes à se former pour être au pas de la technologie. Donc, une des solutions serait aussi de voir dans quelle mesure on peut avoir des bourses spéciales pour les filières spécialisées. Ça veut dire des filières qui sont compliquées. Je vous parle de la chimie industrielle, je vous parle de la polytechnique, je vous parle des bâtiments, ainsi de suite, pour qu'on n'ait plus, par exemple, lorsqu'on veut faire des routes, des Chinois qui viennent. Nous n'avons pas besoin qu'un Chinois vienne faire pour nous une route. C'est tout à fait basique. Vous allez remarquer que ça se fait parce que, bon, M. Kabila a bradé, si vous voulez, la moitié de notre patrimoine au Katanga. Il a bradé aux Chinois qui sont venus nous faire n'importe quoi. Donc, c'est eux qui viennent pour le faire. Monsieur Mamba, en fait, justement, l'emploi est lié aussi aux différentes
dit-il, qui le rend efficace, mais dans notre pays, sans moyens ou achat de moyens de production, sans emploi. Comment interprétez-vous ça? Non, vous savez, lorsqu'un pays est pauvre comme le nôtre, Oui. la seule possibilité qu'il a, c'est de s'enrichir par les investissements qu'il arrive à intercepter. Ça veut dire que lorsqu'un pays qui a un budget de 4 milliards, qui ne correspond même pas au budget de la ligne de la compagnie ferroviaire SNCB en Belgique, donc ça veut dire que la compagnie ferroviaire de Belgique, 80 fois plus petit que ce pays, a un budget plus élevé que la République démocratique du Congo. Dans des conditions comme celle-là, il faut hiérarchiser, si vous voulez, les priorités et attaquer les problèmes, ou les premiers problèmes. Nous avons d'abord un problème de confiance. Lorsque vous n'avez pas d'argent, vous devez être une maison qui peut accueillir quelqu'un qui en a. Et une maison qui accueille quelqu'un qui en a, c'est une maison où ça ne soigne pas, une personne y vient, elle est confortable. Vous devez faciliter le business, comme a fait Kagame chez lui. Vous devez faciliter le business, ça veut dire que lorsque quelqu'un arrive, ça doit être clair, nous avons plus de 114 taxes ici. Vous allez remarquer que lorsque vous initiez, vous commencez quelque chose, nous sommes ici dans une chaîne de télévision, vous remarquerez qu'aujourd'hui, vous avez la commission de censure qui s'en mêle, vous avez tellement de services qu'une personne qui n'est jamais venue au Congo, lorsque vous lui expliquez, lorsqu'il veut faire son business plan, vous lui dites, bon écoutez, moi j'ai 1 million de dollars, je prends un expert pour me faire un business plan parce que je vais au Congo. Quand la personne va citer toutes les taxes auxquelles il doit faire face pour arriver, ne serait-ce qu'au niveau de la douane, pour prendre cet exemple-là, on institue la TVA, vous êtes au courant, taxe sur la valeur ajoutée. Mais vous savez qu'en Europe, par exemple, la TVA, c'est l'équivalent de la douane. Donc lorsque vous importez quelque chose, en Belgique, c'est 21%, mais vous payez 21% et c'est ça votre douane. Vous ne payez qu'une seule fois la TVA et vous pouvez faire entrer votre bien. Mais ici, nous avons la TVA, vous avez l'OCC, vous avez la SCPT, vous avez la DGRA. En fait, lorsque vous allez à Matadi aujourd'hui, c'est mieux de déléguer quelqu'un, on a besoin de ce qu'on appelle un déclarant. Alors qu'en Europe, cette profession n'existe pas. Vous êtes devant votre ordinateur, vous envoyez vos factures, vous payez le montant à payer et vous allez récupérer votre bien en 1 minute ou en 2 minutes, je veux dire, selon la qualité du bien, si ce n'est pas des biens dangereux. Donc, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'on n'a pas des moyens pour faciliter d'abord le business, mais aussi le garantir. Vous pouvez faciliter le business, mais ne pas le garantir. Et la garantie du business dépend étroitement de la stabilité socio-économique du pays. Et surtout la stabilité politique. Ça veut dire que si vous êtes un pays qui a des élections de manière régulière, où il n'y a pas de troubles, où les gens peuvent manifester, où on ne tue personne, ça donne la confiance et ça permet à ce que vous puissiez attirer vers vous, un mécanisme d'attraction, des investisseurs et leurs capitaux. Monsieur Mamba, nous avons deux chiffres pour vous. Le taux de chômeurs en France est de 9,1% et en République démocratique du Congo, le taux est trop élevé. Qu'est-ce que ça vous dit? Et ça me dit effectivement que pour les Français, lorsque le taux de chômage diminue de 0,1%, ça apparaît à la télé parce que c'est calculé chaque mois. Je vous donne un exemple. Vous avez une population en âge de travailler de 10 millions d'habitants. Lorsqu'on vous dit qu'il y a 0,1% de personnes qui ont trouvé de l'emploi, ça veut dire que vous avez 1000 personnes. Qu'est-ce qui justifie cela? Et donc, justifié, on va l'expliquer, mais je dis, lorsque vous avez 1000 personnes en moins qui quittent le chômage, pour les Français, c'est un mobile de motivation. Maintenant, qu'est-ce qui justifie cela? C'est parce qu'il y a toute une politique d'emploi et les chômeurs sont encadrés. Vous savez, l'ONEM aujourd'hui se limite à donner des cartes en RDC. En Europe, les chômeurs sont indemnisés. Et donc, un chômeur, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est sans revenu. C'est une personne qui ne travaille pas. Ça veut dire qu'il ne cotise pas. Et comme tous les chômeurs émargent du budget de l'État, il y a un suivi qui permet de voir quelle est la charge de l'État et c'est suivi, il est mensuel. De telle sorte qu'à chaque fois qu'un président de la République prend fonction et qu'il arrive à baisser le taux de chômage, ne serait-ce que de 1% ou de 2%, c'est un exploit parce que lorsque vous prenez sur une échelle de 10 millions de personnes, ça veut dire qu'il a réussi à donner du travail à 200 000 personnes et c'est beaucoup. Maintenant, chez nous en RDC, l'ONEM n'a aucune responsabilité en dehors du fait qu'elle va essayer de recenser les chômeurs, mais il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de service. Et d'ailleurs, elle n'a même pas de chiffres exacts. Parce que nous avons un gros problème dans notre économie, c'est que nous avons le secteur formel, qui ne représente que 10%, c'est-à-dire le secteur qui est repris, si vous voulez, par la DGI, par toutes les institutions, la DGI, l'INSS, l'INPP, ainsi de suite. Et vous avez le secteur informel qui tend à être fiscalisé, mais qui est difficilement maîtrisable. Et donc, les chômeurs dont nous parlons se retrouvent et dans le secteur formel et dans le secteur informel. Et là, ça pose vraiment un problème pour qu'il y ait une vraie politique, parce qu'il faut d'abord formaliser toutes les activités économiques. Ça veut dire qu'un pays normal ne devrait pas laisser
des personnes vendent des arachides sans savoir combien ces personnes-là génèrent. Chacun peut ouvrir son débit de boisson, chacun peut ouvrir son bar, et on n'a pas de données économiques fiables. On n'a que des données économiques approximatives. Justement, M. Mamba, avec ces chiffres, vous ne voyez pas que les jeunes Congolais sont victimes d'une politique gouvernementale qui consiste à le pénaliser jusqu'à l'infini? Non, les jeunes Congolais subissent l'incapacité des gouvernants. Vous savez, lorsque vous allez à la fonction publique aujourd'hui, vous allez remarquer que même les gens qui ne vont pas à la retraite, à chaque fois, remarquez ce qui se passe. Vous voyez au niveau, par exemple, de la politique, ça veut dire tout ce qui est des élections, vous allez remarquer qu'il y a un bon nombre de personnes. Nous sommes l'un des rares pays au monde qui, pour 14 sièges, par exemple, je prends le cas de la Lukonga, pour 14 sièges, vous avez 5000 candidats. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen qui est le plus sûr pour certains gens d'obtenir des revenus, alors qu'en Europe, par exemple, le député n'est pas plus riche qu'un ingénieur technicien. Lorsque vous prenez un ingénieur qui finit en polytechnique, qui travaille dans une industrie automobile, il gagne beaucoup mieux qu'un politicien ou qu'un député. Lorsque vous prenez un médecin en Belgique, il gagne jusqu'à 13 000 € le mois, donc ça veut dire quelque chose comme 15 000 $, il n'en vit pas un bourgmestre. Mais nous avons une société telle que, il y a une fissure sociale, oui, de telle manière qu'il y a un grand écart entre le train de vie mené par ceux qui sont censés nous représenter et gérer le pays et le monde privé. Et le monde privé est asphyxié, si vous voulez, par le monde politique. Ça veut dire que nous chargeons les entreprises, du moins le peu d'entreprises qui sont là, parce que nous avons un train de l'État qui est très élevé. Et je vous donne des chiffres. Vous avez presque 60% de notre budget qui est institutionnel. Ça veut dire que les 60% des dépenses que nous avons dans ce pays concernent les institutions. Alors que dans un pays comme les États-Unis, les dépenses publiques sont minimisées à moins de 20%. Oui. Voilà, et donc c'est ça le problème. Quelle solution pour remédier à ces problèmes? Mais il faut que M. Kabila parte d'abord. Il faut que l'élection se fasse et que nous ayons un chef d'État qui soit visionnaire, qui réorganise les choses. Mais la première des choses, on ne peut pas avoir un bâton magique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de l'emploi comme si on faisait tomber la pluie. Donc il faut absolument qu'il y ait toute une politique qui viserait d'abord à blanchir notre pays, ça veut dire à vendre une meilleure image de notre pays, à l'interne, en réorganisant l'État, en réorganisant la justice, en réorganisant les services, en simplifiant les services, et essayer de faire le marketing comme fait M. Kagame. C'est un exemple patent d'un pays qui, il y a 10 ans, était parmi les pays les plus riches et les plus pauvres d'Afrique, mais qui aujourd'hui a la ville qui est la plus belle et qui est largement sortie de la zone rouge. Aujourd'hui, le Rwandais est plus riche que le Congo, donc c'est quand même quelque chose de grave. Mais c'est un exemple, si vous voulez, qui n'est peut-être pas le meilleur, mais d'un leadership qui est responsable, du moins pour les Rwandais, parce qu'on peut le dire aujourd'hui, même l'usine Volkswagen va aller au Rwanda pour investir. C'est quand même quelque chose de très fort, c'est un signal très fort, parce qu'elle n'est qu'en Afrique du Sud, en Afrique australe, et le premier pays d'Afrique centrale dans lequel elle va investir, c'est le Rwanda. Alors pourquoi, en fait, aujourd'hui, vouloir les départs du chef de l'État Kabila, alors que c'est lui qui ne gère pas le pays au quotidien, parce mais que aussi, s'il vous plaît, M. Mamba, parce que pourquoi ne pas opter pour une politique d'économie mixte qui favoriserait également la coexistence de méthodes libérales et celle d'inspiration socialiste, c'est-à-dire une politique qui accélère croissance et développement? Mais cette politique va être menée par qui? Il faut un gouvernement responsable. M. Tchibala, malheureusement, il est en dessous de ce qui est imaginable, il est en dessous de ce qui est acceptable. M. Kabila, c'est pareil. Maintenant, après, regardez ce qui se passe. C'est que M. Kabila a eu le pouvoir, il avait 29 ans. Ça veut dire qu'il sait ce que ça veut dire être jeune. Il a traversé des moments difficiles en tant que jeune. Il a peut-être eu des professions qu'il ne voulait pas en tant que jeune. Il a fait des choses qu'il ne voulait pas en tant que jeune. Donc, il devait avoir une sensibilité beaucoup plus accrue par rapport à la question de l'occupation et de l'encadrement de la jeunesse. Donc aujourd'hui, 17 ans après, il laisse un pays plus pauvre qu'avant. Il laisse un pays où les jeunes ne travaillent pas, où les jeunes deviennent, si vous voulez, pour la majorité ou certains d'entre eux, des koulouna, des personnes qui sont oisives. Non, mais c'est un échec patent. Maintenant, on ne parle pas du départ de Kabila parce qu'il n'est plus président de la République, enfin, d'ici les élections, mais nous parlons de ceux qui vont venir et nous espérons qu'ils vont prendre le problème à bras le corps pour faire de ce pays un pays fréquentable, acceptable et qui, demain, dans les 5 prochaines années, pourra effectivement redorer son blason d'antan. Pensez-vous réellement que si le chef de l'État, Joseph Kabila, quitte le pouvoir, le taux de chômage sera revu à la baisse? Il n'y a pas de corrélation parfaite entre le départ de M. Kabila et le taux de chômage, mais ce que je peux vous dire, c'est que dès lors que nous connaîtrons notre première alternance pacifique, nous allons envoyer un signal fort aux investisseurs. Vous ne pouvez pas avoir
vous ne pouvez pas imaginer la corrélation qui existe effectivement entre les faits politiques et les faits économiques. Si nous avions des élections depuis 2015, on va dire 2016, si elles étaient organisées, qu'il y avait eu cette passation de manière pacifique et des élections crédibles, aujourd'hui en 2018, nous aurions un autre cadre macroéconomique. Ça veut dire que nous aurions beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus, si vous voulez, de facilité. Remarquez que depuis 2016, les gens désinvestissent. Asson et Frères vient de partir. Il y a beaucoup de sociétés qui ferment et il n'y a pas de nouvelles sociétés qui arrivent parce qu'elles sont intimement convaincues que la situation peut dégénérer si les élections ne sont pas bonnes. Donc, je ne veux pas faire un focus sur la personne de Kabila parce qu'il est partant, mais je veux faire un focus sur les dirigeants dans l'ensemble. Nous avons eu plus de 40 premiers ministres dans ce pays. Badibanga, Chibala, Ngunz Kalibond, Mulumba Lukoji. Tous ont promis des choses, mais malheureusement, tous leurs projets ont été gangrénés par la corruption qui a empêché à ce que, depuis la zaïrianisation, qu'il n'y ait plus de vrais investisseurs en dehors des télécoms et des banques qui sont toutes étrangères, mais surtout que nous ne soyons pas en mesure, si vous voulez, de capitaliser notre épargne. Ça veut dire l'argent que nous avons, que nous le capitalisions, que nous créons nos propres entreprises, des entreprises fortes et viables, qui ne sont pas forcément familiales, mais des entreprises faites par des Congolais de divers bords. Mais à vous entendre parler, apparemment, c'est comme s'il y a un problème de leadership, qu'à cela ne tienne. Mais la crise actuelle est marquée aussi par de nombreux déséquilibres, c'est-à-dire le chômage et l'inflation de la valeur, de la balance commerciale plutôt. Vous, en tant que, je dirais, économiste, quelles sont les causes de l'inflation et du chômage depuis ces 20 dernières années? Bon, vous parlez de l'inflation monétaire, vous parlez de la monnaie, et vous parlez de la balance commerciale, c'est deux choses qui sont différentes. Maintenant, au niveau de la balance commerciale, c'est le fait, la balance commerciale mesure au fait la parité de nos importations et de nos exportations. Vous avez une balance commerciale qui est positive lorsque vous exportez plus que vous n'importez. Vous avez une balance commerciale qui est négative lorsque vous importez plus que vous n'exportez. Notre pays, si vous voulez, a plus ou moins 90% des biens de première nécessité qui sont importés. Nous importons même l'huile de palme. Ça veut dire que notre balance commerciale est négative, avec comme choc direct sur la monnaie, c'est que notre monnaie perd de la valeur et elle n'est pas exportable. Parce que dès lors que vous avez besoin de devises pour importer, c'est votre monnaie qui prend un coup. Et au moment où je vous parle, au niveau de la Banque centrale, nous n'avons plus de réserve. Donc, ce sont des faits qui sont liés, mais pour avoir une balance commerciale positive, il faut produire. Et pour produire, il faut investir. Et pour investir, je reviendrai à ce que je vous ai dit, il faut que le cadre macroéconomique soit assaini et que la stabilité sociopolitique soit assurée. Monsieur Mamba, peut-on considérer la gestion sociale du chômage comme trop passif pour rassurer et lutter efficacement contre le chômage? Oui, en ce qui concerne notre pays, c'est vrai que les efforts ne sont pas fournis et ce problème n'est pas pris à bras-le-corps. Il suffit de voir les installations de l'ONEM et vous allez comprendre que ce pays n'en a rien à cirer de ce qu'on appelle les chômeurs. Ils n'en ont rien à cirer. Vous voyez juste les installations de l'ONEM, vous voyez le bureau du ministère du... Vous voyez là où il y a l'ancien ministère du Travail, vous voyez les tribunaux du travail et vous allez comprendre que ce pays, en ce qui concerne l'emploi, n'est pas concerné. Donc ça, c'est une réponse assez simpliste que je peux vous donner. Et pour terminer, M. Jean-Jacques Mamba, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous suivent? Mais d'abord, nous allons aller aux élections. On a bien compris les limites de l'AFDL, on a bien compris les limites. Et donc, il faudrait maintenant que nous puissions nous engager tous et chacun, surtout les jeunes qui n'ont pas d'emploi, à ne pas élire ou à ne pas élire sur base folklorique. Pensez-vous réellement qu'il y aura les élections les 23 décembre? Bien sûr qu'il y aura les élections. Nous le pensons naturellement sans machine à voter, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais nous demandons à tous ces jeunes-là qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont jamais eu de bourse. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui n'ont même pas de passeport. Il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent même pas voyager dans leur propre pays, qui ne sont jamais montés dans un avion, juste pour rester au Congo. Donc c'est quand même gravissime que les jeunes soient abandonnés de cette sorte, mais bon voilà, qu'ils prennent leurs responsabilités lors des élections. C'est donc la fin de l'émission Synopsis. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité.